Bienvenue à tous et merci d'être là. On va donc vous présenter aujourd'hui une petite présentation sur l'UX, l'agile UX et plus précisément la méthode Kano, comment la prendre en compte pour faire en sorte de créer un produit finalement 100% adapté aux utilisateurs. Donc il y aura plusieurs temps à cette petit atelier. Donc on va commencer par une introduction, on va vous présenter la démarche UX, qu'est-ce que c'est, quels sont les objectifs, pourquoi on fait de l'UX. Ensuite, on passera sur une présentation de l'agile UX, comment on peut concilier agilité et user experience. Et enfin, on passera sur le vif du sujet, donc la méthode Kano. Donc, comme je disais, on va commencer par une introduction. Déjà, on va se présenter. Donc, moi, je suis Khadija Drif. Ça fait 3 ans et demi à peu près que je suis chez Sopra Steria. Je suis UX designer. Je suis diplômée d'un Master 2 en marketing digital et UX design innovation. Et du coup, je fais de la méthode, je fais de l'UX depuis 3 ans, 4 ans maintenant. Je te laisse te présenter. Moi, je suis Anne Salinck, je suis dans la même équipe que Khadija. Je suis consultante depuis 3 ans et demi aussi. Et avant, en fait, j'ai fait un doctorat en psychologie ergonomique sur l'expérience vécue dans les transports et la mobilité. Et donc, je travaille moi avant tout sur tout ce qui est analyse de l'activité et analyse des usages pour pouvoir travailler sur les besoins utilisateurs et comment après on utilise ces retours pour pouvoir avoir une phase d'idéation. On va vous présenter Khadija. Donc, pour faire un petit rappel, parce qu'on sait qu'il y a des personnes de chez Sopra ici. Et d'autres noms. Donc, pour rappel, Sopra Steria, c'est le groupe. Et au sein de ce groupe, il y a une entité Sopra Steria Next. C'est un cabinet de conseil. On est environ 4000 consultants. On fait partie de la division défense et sécurité. Donc, nos principaux clients vont être le ministère de l'Intérieur, de la Justice et des Armées. Et plus précisément encore, au sein de cette division défense et sécurité, il y a un petit pôle, l'UX Lab. Donc, c'est nous. On est 7 consultants UX designers. Voilà, c'est nos 3 ministères. Donc on a eu l'occasion de travailler avec la justice, les armées et l'intérieur sur plusieurs types de projets, administration pénitentiaire, sur l'intérieur, tout ce qui est radar automatique, les armées, avec un gros projet côté armée. Et aussi, donc, en plus de tout cela, au sein de défense et sécurité, on a une communauté, on appelle ça donc la communauté agile. On est plusieurs personnes avec des métiers assez différents, des Scrum Masters, des BA, des architectes, des UX designers. Et cette communauté, elle a un peu pour vocation d'évangéliser à l'agilité, faire découvrir l'agilité. On réalise aussi des tables rondes où on présente des sujets. On fait des petits déjeuners agiles où on va présenter des méthodes. Et voilà, on fait aussi des formations. Donc déjà, avant de commencer, est-ce que vous savez ce que c'est l'UX? Vous pouvez lever la main si vous connaissez l'UX. Très bien. Quelqu'un voudrait se lancer, me dire selon lui qu'est-ce que l'UX? À peu près, selon vous, qu'est-ce que c'est? Sans lire la définition. Donc c'est pas grave. En tout cas, oui. Non, je voulais dire, c'est produire, fabriquer le bon produit qui va être utile et apporter de la valeur aux utilisateurs. Totalement, c'est vraiment une très bonne définition, je trouve. En tout cas, on a tendance un petit peu à confondre UX et UI. Donc c'est pour ça qu'on a voulu faire cette petite slide pour distinguer un petit peu les deux. Donc l'UX, c'est vraiment l'expérience vécue dans la globalité des interactions. Par exemple, on va rentrer dans un Apple Store, on va vivre une expérience, on va toucher des smartphones, on va sentir des choses, on va vivre des émotions. Alors que l'UI, c'est plutôt l'expérience de l'interface. On va utiliser son smartphone et voilà, on a juste le design, c'est l'UI. Donc il n'y a pas que les maquettes derrière l'UX et souvent on a tendance à confondre un petit peu les deux, donc on a voulu clarifier les deux. Et pour faire de l'UX, il faut adopter une méthodologie qui est découpée donc en 5 étapes. Il y a de la planification. Donc là, je vais juste exposer les 5 grandes étapes et après on va rentrer dans le détail. C'est normal que je vais un peu vite, vous pouvez poser des questions si vous voulez. Donc la première phase, c'est la planification. Ensuite vient l'exploration, l'idéation, la conception et l'évaluation. Donc honnêtement, s'il manque une de ces étapes au sein d'un projet, on va dire qu'il n'y a pas vraiment d'UX. Il y a des personnes qui vont nous dire oui, on a juste besoin de conception, juste de maquette. On ne peut pas parler d'UX parce qu'on n'aura pas mis l'utilisateur au centre de la démarche. Donc voilà, la première étape, donc ce que je disais, cadrer, comprendre, ça se décline en plusieurs étapes finalement. Donc on peut faire de l'observation, aller sur le terrain, aller à la rencontre des utilisateurs. Par exemple, actuellement, je suis sur un projet avec le ministère de la Justice. On travaille avec la DAP, la direction de l'administration pénitentiaire. Et du coup, pour comprendre les besoins réels de nos utilisateurs, des agents pénitentiaires, on est obligé d'aller sur le terrain. Donc j'ai fait pas mal de prisons, par exemple, pour vraiment m'immerger au sein de ces établissements, comprendre les problématiques des agents, comprendre leurs besoins, les irritants, le stress qu'ils peuvent subir. Donc sur cette phase, c'est super important de recueillir leurs besoins. Ça peut également se décliner en entretien.
avec les utilisateurs, parce que des fois on a un client qui n'est pas très favorable à ce qu'on aille à la rencontre des utilisateurs, mais au moins on peut faire des appels téléphoniques par exemple. On peut également, encore si l'utilisateur est difficilement accessible, on va dire, on peut envoyer des questionnaires, envoyer un questionnaire par email, on peut toucher pas mal de personnes et recueillir pas mal d'entrants. Et voilà. On peut faire donc des entretiens, des études. Et voilà, finalement, donc on va analyser toutes les données qu'on va recueillir et on va définir finalement quel est le besoin réel de l'utilisateur et définir le périmètre, où est-ce qu'on va agir. Donc une fois qu'on a compris tout ça, on peut passer à la phase de la co-construction de la solution. Donc notre méthodologie, vraiment, on favorise le design thinking, où il y a de l'intelligence collective. On va mettre plusieurs types de profils autour de la table et on va du coup travailler ensemble pour co-construire la solution. Le fait de travailler dans l'ombre, on va dire, sans aller à la rencontre des utilisateurs, des fois on va louper des choses. C'est pour ça qu'on fait ce genre d'atelier où tout le monde a le droit de s'exprimer, tout le monde a le droit d'évoquer ses idées, et tous ces entrants vont nous aider par la suite à réaliser des wireframes, des parcours utilisateurs et des maquettes. Et en général, alors, on fait des phases de réflexion individuelle. On évite donc tout ce qui est brainstorming et tout. Pour nous, c'est pas très, ça favorise pas la créativité en tout cas. On favorise tout ce qui est réflexion individuelle pour ensuite partager ensemble les idées. Et ensuite, on va passer à la phase de conception sur la base de tout ce qu'on aura recueilli lors des ateliers. Ensuite, on va passer au prototypage. Donc, on va utiliser des outils comme Adobe XD, Figma, Sketch. Donc, c'est des outils de design, on va dire, où on va réellement concevoir la maquette graphique qu'on pourra lier avec des liens. Ça reste des images, mais c'est interactif. Et du coup, on parle de prototypes animés. Et ces prototypes animés vont nous servir par la suite pour la dernière phase, qui est donc tester la solution. Donc il est possible de prendre ces prototypes qu'on aura réalisés en amont et aller sur le terrain une nouvelle fois à la rencontre des utilisateurs pour faire tester ce prototype, avant même qu'il y ait des coûts engagés en termes de développement ou quoi. On est vraiment sur de la maquette, donc on peut tester la solution, s'assurer qu'elle marche bien, qu'elle est intuitive, ergonomique. Donc voilà. Oui, donc ça se passe comment un test utilisateur concrètement? Je vais reprendre mon exemple avec la justice. On est allé donc sur le terrain à la rencontre des agents pénitentiaires, on leur a montré les prototypes, on leur a proposé des scénarios, parce que sur le prototype on ne peut pas aller partout, il y a vraiment des scénarios, un chemin que l'utilisateur doit prendre. Donc on leur expose le scénario et on les laisse naviguer dans le prototype. Et si on voit qu'il y a des blocages, des questions, des fois c'est nous, on a mal interprété des choses, on a mal retranscrit des choses dans le prototype, donc on va noter ça pour améliorer ça. Même en termes de wording, en termes d'intitulé, des fois on peut y avoir des petits blocages, donc on va ajuster ça, quoi. Et c'est vrai que je ne l'ai pas dit au début, mais la démarche UX, elle est itérative, vraiment comme l'agilité. C'est-à-dire que si sur l'une des phases, il nous manque des entrants, on peut toujours revenir en arrière. Si un test utilisateur, on se rend compte qu'il nous manquait des choses, on peut refaire des ateliers. Donc c'est vraiment itératif. Et pourquoi faire de l'UX, maman? Déjà, vous avez des questions déjà sur la démarche UX, ça vous paraît clair? Très bien. Moi j'ai une question. Oui. Quelle est la différence? Vous dites que le brainstorming c'est quelque chose que vous ne prenez pas. Oui. Quelle est la différence du coup entre le brainstorming et le design thinking que vous adoptez du coup? D'accord. Lorsqu'on laisse des temps de réflexion individuelle, ça va générer beaucoup plus d'idées que s'il y a une seule personne qui donne des idées et puis on va rester à tourner autour de cette idée. Pour moi, le design thinking, ça favorise plus la créativité. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Anaïs. C'est simplement ce qu'on a vu la dernière fois. Oui. Il y a une semaine, 2 semaines, on a participé à une journée de conférence sur l'UX. Il y a justement une partie sur la créativité. C'est ce qui montrait, c'est que en fait, en termes de créativité, en tout cas au niveau adulte, on est meilleur quand on va commencer par générer individuellement et après se faire rencontrer les idées au lieu de partir tout de suite sur tout le monde dit tout et en fin de compte là on va un petit peu se focaliser sur un point au lieu d'explorer encore plus le chemin des possibles. D'où le fait qu'on favorise d'abord une phase qui va plutôt être divergente, donc individuelle, pour ensuite passer sur de la convergence et en même temps créer du débat entre les personnes, notamment entre des profils différents. Quand on a un système qui s'adresse à plusieurs profils. Et du coup vous avez une méthode parce que quand on restitue, au final, ça revient un peu à du brainstorming, puisque il y a forcément des personnes qui ont un peu plus de leadership que d'autres. Totalement. Donc, du coup, peut-être qu'au final, ça revient un petit peu à du brainstorming. Comment vous faites pour cadrer ça? Alors, pour cadrer le leadership, en fait, ça va passer par plusieurs éléments. Déjà, on essaye un peu de connaître en amont les gens qu'on va avoir forcément sur place.
pour dire ok, on sait qu'il y a des personnes en termes de caractère, elles vont être plus fortes, elles vont prendre des positions de leader. Donc on essaye de jouer avec les autres participants du groupe. On essaye aussi quand on est dans l'atelier d'avoir un animateur par groupe qui lui va aussi être là pour pouvoir jouer le jeu de je vais calmer le leadership et donner de la place aux autres qui pour le coup en prennent peut-être moins. Et tout va se jouer aussi par le jeu de l'animation. Et effectivement à un moment on retombe un peu sur du brainstorming parce que c'est quand même les groupes qui partagent entre eux. Mais c'est pas notre point d'entrée en soi. Mais sur la finalité on s'y rapproche. Donc pourquoi on fait de l'UX finalement? D'après Standish Group, ils ont fait un rapport, ils disent que 71% des projets informatiques échouent et les principaux facteurs d'échec de ces projets finalement c'est l'implication des utilisateurs. Donc on voit que les 5 principaux facteurs des projets échoués, c'est en deuxième position donc le manque d'implication des utilisateurs. On les a pas mis au centre de la démarche, du coup forcément quand on leur propose une solution à la fin, ils vont pas y adhérer, ils vont être réfractaires. Bien sûr, il y a la conduite du changement ensuite qui va agir pour les former, pour qu'ils prennent en main l'outil. Mais au moins, si ils étaient là dès les phases de conception, ils s'attendent à recevoir cet outil et ils ont collaboré, ils ont participé à sa création. Et donc, dans les facteurs de réussite, c'est pour ça qu'on retrouve l'expérience utilisateur qui est très importante. Maintenant, on va passer donc à l'agile UX. Comment on fait de l'agile UX? Quels sont les avantages et les inconvénients? Donc déjà, l'agilité et l'UX, comme je le disais, il y a plusieurs points en commun. Le fait que ce soit multidisciplinaire, on travaille avec de nombreux corps de métier. C'est itératif, c'est collaboratif avec les ateliers de co-conception. Et il y a de l'incrémentalité. Donc sur le modèle traditionnel, donc, tout ce qui était besoin était défini en amont et la solution arrivait après. C'était déjà trop tard. Avec l'agile UX, donc le consultant UX va recueillir le besoin durant la phase exploratoire. Et du coup, c'est ces besoins-là qui vont servir à alimenter le backlog pour la solution future. Donc finalement, la temporalité est assez différente sur un projet Agile UX. Et quels sont les bénéfices de l'Agile UX? Donc ils sont multiples. Donc tout d'abord pour le Product Owner, parce qu'un UX va toujours collaborer en binôme avec un PO. On va travailler ensemble, on va faire les ateliers ensemble, on va tester ensemble. Et même pour la définition du PMV, c'est assez, voilà, c'est un binôme. Donc, du côté du PO, il y aura une meilleure compréhension du besoin. Ça va l'aider à prioriser le backlog. Côté développeur, du coup, tout ce qui est poker planning, ce sera plus simple parce qu'il y aura une meilleure estimation du chiffrage grâce aux maquettes. Ils vont mieux visualiser et comprendre la future solution. Pour le client, il y a une réduction des coûts. Comme je le disais, au moment des tests utilisateurs, c'est là qu'on se rend compte des blocages, si ça marche, si ça ne marche pas. Donc on pourra toujours réajuster. Et aussi, il y aura donc un effet de proximité et de transparence envers le client et ça va éviter l'effet tunnel. On sait où on va, on donne de la visibilité à toutes les étapes. Et enfin, il y a des bénéfices pour les utilisateurs, donc ça va favoriser l'adhésion des utilisateurs parce qu'on les implique dès le départ dans la démarche et on leur propose une solution qui répond totalement à leurs besoins. Donc là, c'est un peu plus comment on intègre l'UX dans les projets finalement. Donc nous, ce qu'on conseille, c'est d'avoir 2 sprints d'avance par rapport au développement. Et du coup, tout ce qui est cadrage, atelier de co-design, test utilisateur, il faut vraiment que ce soit un binôme UX-PO. Voilà. Et donc les 3 règles à respecter pour intégrer l'UX à un projet agile, finalement, c'est d'avoir 2 sprints d'avance. Le consultant UX doit être intégré à toutes les cérémonies, telles que les daily, les rétros et les démos. Il faut vraiment qu'on soit au centre du projet. Et du coup, le Product Owner va rédiger les US qui vont porter sur le besoin des utilisateurs et pas sur la solution. Vous avez des questions? Oui, ce que vous dites, on doit avoir 2 sprints d'avance, oui. En même temps on doit être dans l'équipe. Oui. Du coup, ça veut dire qu'on est dans l'équipe, mais on travaille sur les... On est toujours un tout petit peu en avance. Donc on est au centre du projet, il y a les développements qui sont en cours, mais il faut vraiment qu'on ait un petit peu d'avance par rapport au développement. Si on fait des ateliers, des maquettes, pendant que c'est développé en même temps, c'est assez compliqué, quoi. C'est cric-crac en termes de délai. Non, parce qu'en fait, je ne vois pas l'intervention de l'UX pendant le développement. Il y a des choses qui, j'imagine que vous êtes encore consulté pendant le développement, en fait. Oui, bien sûr, oui. En général, c'est assez... je vais vous donner un exemple. Enfin, sur la justice, par exemple, c'était un projet qui s'appelle le numérique en détention. Donc, il y a eu les 2 sprints d'avance, finalement, c'était les devs qui ont fait tout ce qui était socle technique, des choses où il n'y avait finalement pas trop besoin du X. Donc, eux, ils avaient pris leur avance. Et pendant ce temps-là, nous, on est allé faire les ateliers, on a fait les maquettes, on a testé. Quand on avait cadré et fini ça, on avait passé ça aux devs, ils avaient développé ça sur le sprint 1.
pendant qu'ils développaient le Sprint 1, nous on était en train de faire d'autres ateliers, d'autres maquettes, d'autres tests utilisateurs. Et voilà, c'était des boucles. D'autres questions? Sur la partie test. Oui. UX contribue à l'effort de testing. Alors il y a deux choses. Il y a les tests utilisateurs sur les prototypes, donc il n'y a rien de développé encore. Après il y a les tests de recettes du coup. Les recettes de tests réunis. Ouais, non, pas trop, non, finalement. Non, justement, c'est plutôt l'équipe Scrum, du coup. Nous, on peut vérifier. Toi, tu as déjà fait un peu de recettes. Oui, à la suite, justement, c'est Non, non. Moi, pour le coup. Il y a un support au PO pour. Oui. Ouais. Moi, de mon côté, honnêtement, sur tous mes projets, une fois que c'était cadré, c'était le PO qui prenait la relève pour faire la passation à l'équipe des développeurs. Toi, de ton côté, peut-être Moi, c'est un peu différent. Pour le coup, sur mon projet, on reste toujours présent. Le PO revient toujours vers nous. Et même là, actuellement, on participe au test. On accompagne la partie test recette. Parce que justement, sur toute la partie vraiment purement maquettage par rapport aux utilisateurs, pour qu'on ait quand même un œil dessus et vérifier que tout soit bien en conformité. On ne touche pas à la partie technique parce que ce n'est pas notre métier et nos compétences. Mais nous, en tout cas, on a cette variante d'accompagnement, sachant que les équipes de développement reviennent aussi vers nous quand ils ont des questions complémentaires ou que le PO a des questions complémentaires en disant là, j'ai vu ça, mais par contre, on n'avait pas identifié à ce moment-là ce problème technique. On l'a identifié maintenant, comment on fait, comment on solutionne, Donc, mine de rien, il y a quand même toujours une boucle qui se fait avec le fait qu'on soit disponible pour échanger, quoi qu'il arrive derrière, pour pouvoir remettre d'aplomb s'il y a tout d'un coup un problème qu'il n'avait pas identifié à l'époque parce qu'on n'était pas encore allé vraiment dans le fond du code. Ça arrive. Donc, vous avez mené les interviews en fait, avec les utilisateurs, donc vous avez peut-être aussi plus entendu certaines manières de faire. Ouais, exactement. Et c'est vraiment, des fois, on est contraint aussi par le temps, par le budget. Ils vont nous dire ah, cette fonctionnalité va prendre trop de temps, il faut la dégrader. Donc, c'est là qu'on échange avec les développeurs pour essayer de trouver une solution, un plan B finalement. Qui répondent aux utilisateurs sans non plus trop enlever le plus et toujours quand même répondre à leurs besoins. Et en même temps, éviter de créer des problèmes sur le projet avec du retard, des problèmes techniques qui peuvent engendrer tout ça. Oui. J'ai encore une question, désolé. En pratique, comment vous faites le lien entre ce qui a été fait en amont et toute la partie UX de préparation et finalement, pour faire le lien avec la conférence d'Inbar de tout à l'heure, la mesure de est-ce qu'on a au final vraiment créé ce qui était pertinent pour l'utilisateur? Est-ce que c'est une boucle de feedback, vous y participez et comment? C'est sur les tests utilisateurs et toi? C'est une première étape, je pense. Comme dit Khadija, il y a déjà une première étape avec les tests utilisateurs. En fait, ce qu'on a conçu, qui est au stade de prototype, ils le voient, ils donnent les retours. Eux, ça permet en même temps qu'ils se projettent dans leur activité. C'est déjà une première phase de retour. Et ensuite, je pense que ça va aussi dépendre du projet. Moi, je sais que celui sur lequel je suis, c'est un projet qui est sur du long terme. Donc là, par exemple, on est en train de finir toute la phase de conception générale. On commence à passer en conception détaillée. Et on est en train de prévoir des rendez-vous utilisateurs. On va aller revoir les utilisateurs que nous, on avait consultés pour les ateliers, pour la phase de recherche, pour pouvoir qu'ils voient en fait le produit final avant de le voir dans X temps et qu'on ait leur retour aussi de nouveau dessus. Donc c'est vraiment comment on s'organise sur le projet, comment on les implique tout du long, ce qui en même temps permet aussi de lancer un petit levier de conduite du changement. Parce que des fois, le système, même s'il peut être très adapté, ça entraîne des changements d'habitude, ça entraîne des changements d'activité, de processus. Il y a quand même tout un accompagnement à faire. Donc ça va aussi participer à comment le projet s'organise, sur quel long terme. Et l'objectif, c'est toujours d'avoir une boucle et que eux soient dans les suites à chaque fois. Et du coup, on va pas... Oui, pas de souci. Sur la question d'avant, en fait, derrière, ce qu'on avait fait en démarche et l'alimentation, c'est qu'en fait, les tests utilisateurs où en fait, le designer avait son côté de non-verbal, d'expérience, on le reproduisait sur des recettes utilisateurs sur l'application développée par entreprise, avec deux trois de décalage. C'est-à-dire qu'on allait chercher, on utilisait les compétences UX sur le non-verbal, sur l'expérience réelle, ce qui est fait sur les maquettes, on le refaisait sur l'application avec des personnes différentes. Et ça permettait d'avoir des retours. Et donc, si on a un retour juste quelques jours après le sprint, on va pouvoir le changer pour pas trop cher. Ça peut aussi être un excellent support après, parce qu'en fait, le BO, il n'a pas forcément cette compétence-là, cette appétence à aller comprendre ce qui se passe, pourquoi est-ce que l'utilisateur est capable de faire exprimer par l'utilisateur les problèmes qu'il rencontre en cerveau, ce genre de choses. Ça peut aussi être un renfort sur les tests après le sprint. Très vrai. Super. Pas d'autres questions? Si ça vous va, on peut passer à la suite. Donc, c'est Anaïs qui va vous présenter la suite sur la méthode Kano. Donc, comme l'expliquait Khadija, je vais enchaîner sur la méthode Kano.
en faisant d'abord un léger focus sur l'ergonomie, le lien avec la méthode Kano, qu'est-ce que c'est, comment on fonctionne et comment nous on a pu l'utiliser sur un de nos projets. Donc déjà, première petite phrase, plus il y a de fonctionnalités, mieux c'est. Bon, pour le coup, l'ergonomie et la méthode Kano vont plutôt à l'encontre de ça justement, en disant que c'est pas du tout le bon parti pris généralement. On va plutôt compliquer les choses. Et justement en parlant d'ergonomie, donc l'ergonomie, déjà qu'est-ce que c'est? C'est pas uniquement mettre le bon bouton de la bonne couleur ou créer ses écrans de certaine manière, c'est totalement autre chose de base. En fait, l'ergonomie, ça va être l'étude scientifique de la relation entre l'homme, ses moyens et ses méthodes et son milieu de travail. Si on fait juste un brin d'histoire, en fait, ça a apparu au niveau de la Seconde Guerre mondiale, et notamment avec tout ce qui était Fordisme par la suite. Et c'était comment adapter les conditions de travail pour limiter tout ce qui était troubles musculo-squelettiques ou les difficultés. Et puis ensuite, c'est arrivé sur toute la partie web. Et donc, c'est travailler sur un outil qui sera adapté à l'utilisateur et aux conditions dans lesquelles il doit effectuer son activité et ses objectifs. Et donc pour ça, l'ergonomie rentre dans l'UX, en même temps que la co-construction et l'UI. C'est une de ces parts qui est importante. Et quand on parle de système informatique, on s'appuie notamment sur les critères de Bastien et Scapa, donc qui sont des chercheurs en psychologie ergonomique et en ergonomie cognitive, qui dans les années 90, sur la base de tout ce qui était psychologie cognitive, se sont posé la question de comment on peut faire pour avoir des systèmes qui sont adaptés à la manière dont notre cerveau fonctionne, par rapport à notre attention, notre mémorisation, parce qu'utiliser une interface, c'est tout ça qui rentre en jeu. Et donc pour ça, ils ont pu définir des critères qui aujourd'hui sont encore vraiment une base sur tout ça et qui permettent de créer un système qui réponde à un minimum en termes d'ergonomie. Et donc par rapport à la phrase d'avant, il y a notamment 2 critères qui concernent la perception et la mémorisation des informations. Donc le premier, c'est la brièveté, qui dit que en fait, visuellement, il faut limiter au maximum la charge visuelle de l'utilisateur pour qu'il puisse bien prendre conscience des éléments qui sont sur son interface. Notamment quand on est dans des environnements qui sont déjà, eux, au niveau attentionnel, très demandeurs, parce qu'il y a beaucoup de bruit, parce qu'on est beaucoup challengé, parce qu'on nous appelle beaucoup. Et ça passe aussi par la question de la densité informationnelle. Ne pas mettre trop d'informations parce que ça perd les gens. On a une capacité attentionnelle qui est limitée au moment où on traite une information, donc il faut éviter que ça devienne en fait ce qui va faire déborder notre capacité attentionnelle. Et donc l'exemple qui est mis, c'est le site d'Apple. On voit qu'en fait, ici, il y a très peu d'éléments, mais en même temps, ce sont les éléments qui sont essentiels. Il n'y a pas de fioriture. On a un fil d'Ariane qui nous permet de savoir où on est, et puis on a les petits éléments qui nous permettent d'arriver aux fonctionnalités. C'est simple, il y a l'essentiel, et on ne se perd pas en fait quand on lit l'interface. Et donc justement, la méthode Kano, qui est aussi liée à cette question de on n'en met pas trop, on met ce qu'il faut. Donc elle a été créée par Noriaki Kano, qui avait constaté qu'en fait la satisfaction et l'insatisfaction ne sont pas des éléments qui sont opposés. On peut être satisfait d'une partie d'un produit, mais insatisfait d'une autre partie. Et suite à ce constat, donc, il a créé cette méthode et il a commencé à l'utiliser par rapport aux démarches de management par l'innovation. Avec le but en fait de pouvoir hiérarchiser les fonctionnalités d'un produit suivant 5 critères, qu'on va revoir après, en se basant sur 2 composantes, une qui va être affective et l'autre qui va être rationnelle. Et en fait, cette méthode va nous permettre d'évaluer l'impact et la présence d'une fonctionnalité dans un système. Donc, comme j'ai dit, ça permet d'avoir 5 types de catégories. Les fonctionnalités qui sont décrites comme indispensables, il faut qu'elles soient présentes, il n'y a pas de question à se poser, sans ça le produit en fait il ne sert à rien. Donc là, on a l'exemple que je vais décrire au fur et à mesure de la réservation d'une nuit d'hôtel. Donc là, les draps sont fournis par l'hôtel. C'est évident, il n'y a pas de question à se poser dessus. Généralement, ça fonctionne comme ça. C'est du minimum. Ensuite, il y a les fonctionnalités qu'on dit attractives. C'est celles qui vont former un plus pour l'utilisateur. Il va dire, ah ça c'est intéressant par rapport aux autres produits que je peux avoir sur le marché. C'est ce qui va le faire basculer. Et donc ça, par exemple, ça va être le petit déjeuner qui va être compris dans le prix de la chambre, à côté d'une autre chambre où il n'y a pas le petit déjeuner. On a les fonctionnalités qui sont linéaires, elles vont être attendues, ça va entraîner une satisfaction et l'absence va entraîner une grande frustration. Par exemple, c'est le ménage qui ne sera pas effectué pour la chambre d'hôtel. Et s'il est effectué, on est content. Il y a aussi des fonctionnalités indifférentes, disons qu'elles soient là ou qu'elles ne soient pas là, ça ne changera pas grand chose pour les personnes. Elles ont peu d'intérêt, elles ne se rendent pas vraiment compte. Donc là, c'était fait qu'il y a un fauteuil dans la chambre, c'est pas forcément le plus intéressant. Et ensuite, il y a les fonctionnalités à double tranchant. Là, ça va jouer si on a des profils différents qui vont devoir utiliser le système. Certaines personnes vont trouver des fonctionnalités qui sont extrêmement importantes, quant à d'autres vont dire moi je m'en manque totalement, elles n'ont pas du tout d'importance pour mon activité. Donc là, c'était l'exemple de la fonctionnalité adulte en ligne, donc l'hôtel qui est réservé qu'aux adultes.
certaines personnes, ça va représenter un plus, pour d'autres, au contraire, ça va être une grande frustration, ça va même leur faire ne pas prendre la chambre d'hôtel. Et donc, pour pouvoir obtenir et catégoriser les fonctionnalités, il y a 2 questions qui sont à se poser et qu'on pose aux utilisateurs. Qu'est-ce qu'ils pensent de la présence de la fonctionnalité et qu'est-ce qu'ils pensent de l'absence de la fonctionnalité? Chaque fois, ils ont 5 réponses possibles. Ça me déplaît, je peux vivre avec, je suis indifférent, je m'y attends, ça me plaît. Et en croisant les réponses, en fait, ça permet d'obtenir une cartographie de cette manière-là, où on sait que dans cette partie-là, ça va être répulsif, il vaut mieux pas que ça y soit, c'est la double tranchant, les attractives, les linéaires et les indispensables. Donc en termes de bénéfices, en fait, en faisant ça, on va pouvoir prioriser. Donc des fois, sur des projets, on a un backlog qui est quand même très important au fur et à mesure qu'on récupère du besoin. Ça va permettre en fait de prioriser ce backlog en prenant en compte les attentes et la satisfaction des utilisateurs, en les croisant aussi par profil, si on en a plusieurs. Développer uniquement les fonctionnalités qui seront nécessaires dans un premier temps, en disant on se concentre sur le minimum, on les fait bien, et ensuite on va commencer à rajouter ce qui va être du plus en fait. Et concevoir aussi les roadmaps pour la suite, en croisant la valeur métier et le coût de développement, comme on va le présenter sur le rétexte projet. Donc pour le coup, on a pu utiliser cette méthode sur un projet. Donc là, c'est un applicatif qui était déjà existant, et en fait, le client est venu nous voir en disant on a un système, les gens l'utilisent peu, et les retours dessus sont négatifs. Avec 4 profils différents qui étaient utilisateurs, qui avaient une utilisation qui était très poussée à une utilisation qui était assez faible pour le coup. Et donc, on a mis en place sur cette première phase, donc qui correspond à la phase de recherche, vu qu'on était sur une évaluation d'un produit déjà existant, une phase d'1 heure, donc qui était en individuel avec les personnes qu'on rencontrait, où on avait dans un premier temps un questionnaire Kano, où on avait fait pour chaque profil, on avait répertorié les fonctionnalités qu'ils étaient censés utiliser, d'après ce que nous avait expliqué le client. Et on leur posait ces 2 questions, suivi d'un test utilisateur sur l'applicatif existant pour voir qu'est-ce qui posait problème dans le parcours, qu'est-ce qui était incompris dans le système, suivi de l'UEQ, donc un questionnaire pour évaluer la qualité de l'expérience utilisateur, un débrief qui était basé sur les critères de Bastien Scapin. Et ensuite, en fait, pendant toute cette phase-là, il y avait une seconde personne qui analysait le questionnaire et on faisait un entretien pour débriefer les résultats du questionnaire avec la personne. Notamment pour comprendre pourquoi certaines fonctionnalités étaient jugées comme étant attractives, d'autres plutôt indispensables et tout ça. Et ça nous permettait d'avoir un retour aussi sur l'activité des personnes. Donc on avait eu 25 utilisateurs, 4 profils différents, et pour mener ça, il y avait eu 2 consultants UX et un consultant métier. Ce qu'on a pu obtenir comme exemple de résultat, c'était déjà la fréquence d'utilisation de l'application, ce qu'on a pu croiser avec nos profils pour bien comprendre, ok, qui vont être les personnes qui vont être les cibles privilégiées, donc, qui sont celles qui vont l'utiliser énormément, contrairement à celles qui vont moins l'utiliser. Ça permet aussi après d'avoir une priorisation de certaines fonctionnalités, et aussi l'utilisation des fonctionnalités en elles-mêmes. Donc là, au niveau du système, et là, on zoomait. Et donc, en fait, en ayant toutes ces données, on a pu croiser de cette manière-là la valeur métier, le coût technique et la satisfaction utilisateur. Parce que, mine de rien, ça rapportait beaucoup d'informations, puisqu'on travaillait en même temps que les équipes techniques par rapport au coût que ça pouvait représenter certains points. Et donc tout ça, c'est passé par l'évaluation de la valeur métier, donc à travers Kano, la fréquence d'utilisation des différentes fonctionnalités des briques, l'évaluation des attentes utilisateurs par fonctionnalité, celle où vous avez beaucoup d'attentes, ça recroise aussi Kano, la criticité de l'audit ergonomique, donc qui avait été menée aussi avant, la fréquence d'utilisation, l'évaluation des coûts pour déporter une brique, et aussi l'évaluation des coûts pour corriger le site historique, vu qu'on était déjà sur quelque chose d'existant. Et en fait, ce qu'on a pu faire, c'est qu'un outil de priorisation avec des pondérations a pu être créé sur la base de canaux, des échanges avec les équipes techniques, qui permettaient en fait sur la base de plusieurs facteurs. Donc le premier qui était l'utilisation, ce qui était intensive, sporadique ou inexistante, l'attente aussi. Donc là, ce sont les 4 niveaux par rapport à canaux. Donc est-ce que c'est une attente de base de performance, donc ça va être les indispensables, c'est qui nous permettent d'avoir un plus. Est-ce que ça va être au contraire quelque chose d'attractif, les difficultés ressenties à l'usage de la fonctionnalité, et aussi l'apport métier attendu, est-ce qu'il va être très important à ce niveau-là ou pas, et la fréquence d'utilisation. En fait, à partir de ça, ça a permis de créer le PMV et de savoir sur quelle fonctionnalité, en croisant aussi les besoins des profils, il fallait d'abord mettre l'effort. Et donc, ça permettait d'obtenir ce tableau en fait de priorisation pour les parcours utilisateurs. Donc, on voit qu'en P1, il y avait la demande de chantier, le pilotage des tâches, les études d'emplacement d'itinéraire et les études de panneaux d'itinéraire.
Et pour les fonctionnalités, c'était consulter tâches analysées par exemple. Est-ce que vous avez des questions par rapport à Kano avant de passer à la suite? Oui. Sur ce slide-là, justement, quel a été le retour des utilisateurs? Est-ce que c'était conforme à ce qu'ils attendaient? Est-ce qu'ils ont été surpris? Voilà, comment ils ont perçu cette restitution-là? Alors là, je parle que de la première étape de l'étude, Ouais. où on a eu tout ce retour-là. Ensuite, il y a eu des ateliers qui ont été menés dans la suite, où on a présenté justement les résultats de cette étude aux personnes qui étaient présentes. Certaines avaient participé à l'étude, d'autres non. Certains se retrouvaient effectivement en disant bah oui, effectivement, moi je comprends rien à ça, c'est hyper intéressant et tout ça. Et ensuite, je sais pas ce qui a participé au test. Donc il y a eu toute cette phase-là, il y a eu du maquettage, des prototypages qui ont été faits, et ensuite ça a été mené en test utilisateur. On a eu des retours très positifs lors des tests, en disant effectivement je comprends mieux ce qui se passe, le parcours est beaucoup plus clair. Ensuite, moi j'ai dû changer de projet, donc je sais pas si, je pense que ça a été développé, mais je ne suis pas sûre si déjà ça a été fait. En tout cas, c'est passé en phase de test. C'était une collègue à nous qui a conçu les protos, qui allait faire tester sur la base de ce qui a été priorisé. Et donc on avait quand même les retours utilisateurs. C'est ça. Et les retours étaient positifs, pour le coup. Sinon, bah, c'est incrémental, on va retourner les voir, qu'est-ce qui va pas. C'est ça. Et on va commencer On va l'atelier. continuer. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à la méthode Kano, sur son mode de fonctionnement, comment on peut l'appliquer, les contraintes que ça peut représenter ou quoi que ce soit? En tout cas, c'est assez simple à mettre en place finalement, de croiser ça me plaît pas, et de définir si la fonctionnalité nous plaît ou pas. Totalement. C'est un super outil. Sachant que là, on était sur un applicatif qui avait beaucoup de fonctionnalités justement, et beaucoup trop, dont peu utilisé finalement. Ça nous a permis en fait de réduire énormément le périmètre, mais vraiment pour aller à l'essentiel. Et on s'est rendu compte quand on a fait ça que effectivement il y avait peut-être 60% des éléments qui étaient présents sur le système en fait qui ne servaient pas aux gens et qui étaient travaillés. Et après ça on s'est dit ok, ça on commence à diminuer l'effort dessus, mais par contre on va travailler sur ce minimum. Et là on va vraiment y aller à fond et on va le développer proprement en faisant une belle démarche. Et en fait ce qui permet d'augmenter la satisfaction utilisateur et forcément les mettant dans le circuit, leur adhésion aussi de la même manière. Parce qu'ils voient qu'on travaille avec eux et pour eux. Une question sur la timeline en fait, des interviews sur Morana, ça vous a pris combien de temps? Alors, du début des interviews, donc ça a été fait avant le Covid, hein, j'essaie de me rappeler bien. On avait commencé printemps 2019. Printemps 2019. Les ateliers ont eu lieu. Donc, bon, il y avait les vacances entre temps. Donc il y a le mois d'août qui saute. Et en sachant qu'on a dû se déplacer sur pas mal d'endroits, on est parti à Lille, à Lyon, à Bordeaux, enfin parti par là. À Metz, c'est Le vrai. projet nécessitait pas mal de À direction Dijon internationale. aussi. On a vu des gens à Paris, à Et c'est Melun. super important, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est important aussi sur un projet de solliciter plusieurs types de profils, même sur différentes régions, parce que c'est vrai, ils ont le même métier, mais des fois les pratiques ne sont pas les mêmes. Totalement. Nous, quand on est sur un projet, on va dire local, on va toujours demander est-ce qu'il y a d'autres personnes qui travaillent dessus, mais qui ne sont pas à Paris, par exemple, donc on se déplace et on va les voir. Et donc là, on avait commencé au moment où on a créé la démarche, on l'a proposé aux clients. Donc c'était printemps 2019. On a fini tout ce qui était phase d'entretien, donc toute la phase qu'on a montrée ici, à l'été 2019. Et ensuite, en septembre, commençaient les ateliers de co-conception. Et il me semble que c'était automne 2019, ils sont partis en test utilisateur avec le prototype. Et ensuite, ça a suivi le processus qu'on a montré tout à l'heure avec les 2 ans d'itération. Sachant qu'on était 3 à travailler dessus à ce moment-là, 2 consultants UX et un consultant métier. D'autres questions? J'essaie de la formuler dans ma tête, mais ce que vous venez de présenter, finalement, j'ai le sentiment que c'est très adapté quand on démarre un projet. La question c'est, on est au milieu du gué, on a commencé à faire des trucs, et dans quelle mesure est-ce que ça s'adapte aussi à un projet qui est déjà en cours par rapport notamment aux contraintes de temps du développement du projet? Alors la méthode Kano, elle peut être utilisée de plusieurs manières en fait. Là on l'a présentée avec des entretiens, des questionnaires et tout, mais par exemple elle peut aussi être utilisée en atelier, une sorte de one shot avec des gens. On va dire ok, on monte un atelier, une journée ou une demi-journée de travail suivant l'importance de ce qu'il y a à faire, et on travaille dessus.
Donc ça demande quand même un peu de préparation, ça ne vient pas non plus de nulle part. Mais ça peut permettre en fait de questionner très rapidement les choses, de manière peut-être aussi plus dynamique. Parce qu'effectivement, on était sur un début de projet de refonte, enfin, on a fait toutes les étapes. Mais aussi dans l'urgence, il y a aussi des moyens de le faire de manière plus automatique. Ça peut aussi passer par un questionnaire en ligne, comme le disait Khadija, où on l'envoie, on attend quelques jours. Un questionnaire en ligne, ça s'analyse très rapidement. En 2-3 jours, on a une analyse et des résultats qui sortent. Donc après, la méthodologie, elle a sa timeline, mais en fait, on peut aussi voir en fonction des contraintes comment on la construit et comment on l'adapte. C'est toujours cette question de voici tel projet, quelles sont ces contraintes, comment on fait, et comment nous on arrive à construire une méthode. Et là, pour le coup, on peut passer par un atelier qu'on monte très rapidement, ou on peut passer par du questionnaire en ligne, ou ce genre de choses. En fait, je comprends qu'il y a les principes, et notamment, c'est Bastien Escapin qui établissent un certain nombre de principes qui peuvent ensuite être réutilisés en fonction des différentes pratiques selon les besoins. Et c'est plus les principes qui sont importants, comme souvent d'ailleurs dans l'agilité aussi. C'est les bonnes pratiques, un guide. C'est un guide principal, mais après il faut toujours bien sûr adapter ces guides à comment à notre projet. Un manifeste pour l'agilité. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette partie-là? Sinon, on a un petit peu d'avance. Je pense qu'on devait finir à 15h20. On a 10 minutes d'avance. On allait conclure. Du coup, si vous avez des questions globalement sur l'UX, la méthode Kano, en tout cas, ce support pourra être diffusé. Il y aura un QR code qui va vous être envoyé. Il y a nos mails au besoin. On nous a mis aussi une liste de références en fait en UX, de livres ou de, je sais pas s'il y a de certains sites en fait qui vont donner des éléments de définition, des éléments d'approche, et qui permettent en fait de gagner plus d'informations sur tout ce qui est méthodologie notamment, tout ce qui est ergonomie d'interface par exemple et l'expérience utilisateur. Merci. Merci. J'ai quand même une question. Oui, on a le temps. Eh merde.